comme la dernière fois à la fin de la séance, sauf évidemment si c'est des questions sur les diapos, auquel cas, n'hésitez pas à lever la main et ce qui me permet de vous donner la parole. Voilà, donc on était resté la dernière fois à un certain nombre de règles de calcul qui permettaient de calculer des développements limités sans avoir systématiquement à passer par la formule de Taylor en calculant les dérivées successives en zéro ou au point auquel on souhaite calculer le développement limité. Donc on a vu des règles d'addition, de multiplication, de développement limité et aussi de composition. Et on avait terminé sur cet exemple-là, qui est un exemple en fait de composition de deux développements limités, l'un d'ordre P et l'autre d'ordre V. Voilà, en fait, toutes ces règles ici que j'ai énoncées sont essentiellement en fait des règles qui découlent des règles de calcul qu'on a vues sur les petits taux. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai pas écrit formaliser les choses sous la forme de théorème, hein, ça sert à rien, c'est vraiment des règles de calcul en fait qu'il faut simplement intégrer en tant qu'habitude, mais qui sont déjà contenues dans tout ce qu'on a fait auparavant sur les petits taux. Alors, on va continuer notre exploration en quelque sorte des développements limités des fonctions usuelles. Et donc, on avait vu la dernière fois l'exponentielle, le sinus, le cosinus, les fonctions du type 1 plus x puissance alpha. On va passer maintenant aux fonctions hyperboliques. Cosinus hyperbolique de x, donc vous vous rappelez, par définition, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc le développement limité du cosinus hyperbolique, en fait, va se déduire directement de celui de l'exponentielle. Vous vous rappelez, le développement limité de l'exponentielle, c'est tout simplement la formule de Taylor avec que des coefficients 1 pour les dérivées successives. D'accord? Donc on trouve la somme des x puissance k sur factoriel k pour k allant de 0 jusqu'au rang n auquel on souhaite s'arrêter, et derrière un petit taux de x puissance. Alors, comment on va trouver à partir du développement limité de l'exponentielle celui de cosinus hyperbolique de x? Eh bien, c'est tout simple, on va prendre ce développement limité d'exponentielle, on va en déduire le développement limité d'exponentielle de moins x, d'accord? Tout simplement en remarquant que quand x tend vers 0, moins x tend aussi vers 0, donc j'ai le droit de remplacer ici x par moins x, d'accord, à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement changer le signe des termes de degré impair. Et ensuite, quand je fais la somme exponentielle x plus exponentielle moins x et que je divise par 2, qu'est-ce qui va se passer? Les termes d'ordre impair vont s'éliminer, puisqu'ils apparaissent une fois avec un signe plus, une fois avec un signe moins. Et les termes d'ordre pair, j'ai deux fois le même, je divise par 2, donc ça va être la même chose que pour l'exponentielle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le développement limité en 0 de cosinus hyperbolique, c'est tout simplement le même que celui de l'exponentielle, à condition de ne garder que les termes de degré pair. Donc, 1 plus x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4, etc. De manière générale, x puissance 2p sur factoriel 2p. Pour le sinus hyperbolique, ça va être exactement l'inverse, d'accord? Puisque cette fois-ci, quand je vais faire la première ligne ici moins la deuxième, les termes de degré pair vont s'éliminer et en revanche, les termes de degré impair vont être comptés deux fois, puisque ici, moins x va être multiplié par moins 1 avant d'être ajouté à plus x, donc ça va faire 2x, et comme évidemment je redivise par 2, je retombe sur le x de départ. Donc, le développement limité de sinus hyperbolique, encore une fois, c'est le même que celui de l'exponentielle, mais cette fois-ci, on ne garde que les termes de degré impair. Donc, x plus x3 sur factoriel 3, plus, etc. De manière générale, x 2p plus 1 sur factoriel 2p plus 1. Vous voyez ici une très grande analogie avec les développements limités de cosinus et sinus. Quelle est la différence? Eh bien, la seule différence, c'est que cosinus et sinus, vous avez alternance, vous avez exactement les mêmes termes, mais vous avez alternance de signes. Développement limité de cosinus x en 0, c'est 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins x6 sur factoriel 6, etc.
développement limité de sinus x en 0, x moins x3 sur factoriel 3 plus x puissance 5 sur factoriel 5, etc. Alors, en fait, ce qu'on vient de voir là, c'est assez général et ça permet souvent d'aller un peu plus vite dans le calcul de certains développements limités. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un chapitre précédent sur les fonctions. C'est la notion de partie paire et de partie impaire d'une fonction. Donc, c'est des notions très très simples, mais qui permettent en fait de prendre un petit peu de recul par rapport aux petits calculs qu'on vient de faire et aux simplifications qui sont assez naturelles, mais qu'on va comprendre ici de manière plus simple. Si vous vous donnez une fonction f définie sur un domaine, alors il faut que le domaine soit symétrique par rapport à 0, de telle sorte que vous puissiez à la fois définir f de x et f de moins x pour tous les x valables. Donc je prends un domaine de type moins a. Donc a, ça peut être un réel strictement positif, mais ça peut aussi être l'infini, auquel cas la fonction est définie sur f. À partir de cette fonction f, vous pouvez fabriquer très simplement deux fonctions sur le même modèle que ce qu'on a fabriqué à partir de l'exponentielle pour obtenir cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Vous pouvez construire à partir de f sa partie paire en prenant la demi-somme, donc la moyenne en fait, entre f de x et f de moins x, et sa partie impaire en prenant la moyenne entre f de x et moins f de moins x. Alors, c'est assez facile de comprendre cette relation, puisque ici, en fait, si la fonction est paire, eh bien, est déjà paire au départ, ça peut arriver que f soit déjà paire, et bien à ce moment-là, f de x et f de moins x, c'est la même chose. D'accord ? Quand je fais la moyenne des deux, ben, je retombe sur la fonction de départ. De même, si la fonction de départ est impaire, eh bien, je sais que f de x et moins f de moins x, c'est la même chose. C'est la définition d'une fonction impaire. D'accord ? Donc, ces deux définitions ici découlent tout simplement de la notion de fonction paire et de fonction impaire. Et maintenant, je peux remarquer une chose très très simple, c'est que si je fais, dans le cas général, la somme de fp et de fi, eh bien, je retombe sur f. C'est très simple à voir, puisque évidemment, f de x sur 2 se retrouve deux fois, donc ça fait f de x, et f de moins x s'éliminent entre les deux termes de la somme. Donc j'ai bien, en fait, avec cette écriture-là, pour n'importe quelle fonction f, une décomposition de la fonction de départ en une fonction f indice p qui est paire par construction. Si je change x en moins x, eh bien, il ne se passe rien. Ça fait la même chose, hein, puisque les deux termes s'échangent, mais comme ils sont tous les deux avec un signe plus, évidemment, ça ne change rien. Et d'une partie impaire, donc fi, qui est ici. Là encore, hein, si je change x en moins x, les deux termes s'échangent, et comme j'ai un signe moins ici, ça change simplement le signe par rapport à fi de x. Alors, donc première constatation, c'est qu'à partir de toute fonction, je peux l'écrire, et en fait, on montre qu'il y a même unicité, hein, j'ai qu'une manière de le faire, je peux écrire la fonction de départ en la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Deuxième constatation, si f est un polynôme, eh bien, sa partie paire, est tout simplement constituée des termes de degrés pairs et sa partie impaire des termes de degrés impairs. Troisième propriété que je mets ici sous la forme d'une proposition, c'est que si f admet un polynôme p pour développement limité d'ordre n en 0, alors sa partie paire admet la partie paire de p pour développement limité d'ordre n en 0 et sa partie impaire admet la partie impaire de p pour développement limité d'ordre n en 0. Autrement dit, c'est exactement ce qu'on a vu là. D'accord ? Cosinus hyperbolique, c'est la partie paire de l'exponentielle. Comment je trouve son développement limité ? Voilà, c'est comme ça, pardon. Eh bien, je prends tout simplement la partie paire de ce polynôme. C'est-à-dire, je ne garde que les termes de degré pair. Alors, 1, c'est de degré pair, hein, puisque c'est x puissance 0, x2 sur factoriel 2, x4 sur factoriel 4, etc. Sinus hyperbolique, c'est la partie impaire de l'exponentielle, donc son développement limité, je l'obtiens tout simplement en ne gardant que les termes de degré impair dans l'exponentielle. X, x3 sur factoriel 3, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est pas, voilà, qui est un peu accessoire, hein, c'est pas un grand théorème du chapitre, mais ça permet en fait à la fois de mieux comprendre pourquoi
on a obtenu les développements ici de cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Et puis surtout, ça permet de les mémoriser beaucoup plus facilement. D'accord ? Finalement, cosinus hyperbolique, je prends la partie paire du développement de l'exponentielle, sinus hyperbolique, la partie impaire. Donc, c'est ce que je vous avais dit un peu la dernière fois. Il y a beaucoup de formules en fait, de développement limité de fonctions usuelles dans ce chapitre, mais il y en a assez peu qu'il faut réellement apprendre par cœur, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut retrouver très facilement, qui se déduisent très facilement des formules de base. Donc, parmi les formules de base, il y a l'exponentielle, sur laquelle il ne faut pas hésiter. Et à partir de l'exponentielle, on voit déjà qu'il y a le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique qui s'en déduisent immédiatement, comme partie paire et partie impaire, et ce qu'on a vu la dernière fois, cosinus et sinus, qui s'en déduisent aussi très facilement. Alors maintenant, on a une nouvelle manière de les retrouver, qui est peut-être un peu plus simple, c'est vous prenez les développements limités de cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, correspondant donc aux parties paires et impaires de l'exponentielle, et vous alternez les signes en commençant avec un signe plus. Alors, on continue. Maintenant, on va parler de primitives. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ce qu'on vient de voir ? Ok, pas de questions, donc on continue. On va parler maintenant de primitives. D'accord ? C'est-à-dire comment trouver le développement limité d'une fonction à partir du développement limité de sa dérivée. Donc, je considère une fonction, je vais supposer donc f, elle est n-1 fois dérivable sur un intervalle contenant 0, que sa dérivée énième existe en 0, donc ça c'est exactement les conditions pour que son polynôme de Taylor d'ordre n en 0 soit un développement limité d'ordre n de la fonction en 0. Et maintenant, j'ai le théorème suivant, toute primitive de f admet un développement limité d'ordre n plus 1 qui va tout simplement être donné par la primitive du polynôme Pn de Taylor de f en 0 qui prend la même valeur en 0, c'est-à-dire qui, en gros, partage la même constante. Vous savez qu'à partir d'une fonction, l'ensemble des primitives, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui admettent f pour dérivée, est un ensemble très simple, puisque toutes ces fonctions primitives ne diffèrent les unes des autres que par une constante que l'on rajoute. D'accord ? Donc, pour trouver un développement limité d'une primitive donnée de f, eh bien, je vais tout simplement prendre une primitive du développement de Taylor de f, donc son développement limité, et je vais juste me débrouiller évidemment pour que ce polynôme, cette primitive, donc pour laquelle j'ai le choix de la constante, eh bien évidemment prenne la bonne valeur en 0, c'est-à-dire la même valeur que la primitive que j'ai choisie. Alors, prenons tout de suite un exemple qui va nous permettre justement d'obtenir de nouveaux développements limités. On repart du développement limité le plus simple qu'on a vu au début du chapitre, 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x, on a vu son développement limité, c'est tout simplement la somme des x puissance k. 1 plus x2, etc. jusqu'à l'ordre que je veux ici, donc je m'arrête à x puissance n. Je prends maintenant une primitive de f. Alors, une primitive de f, moins log de 1 moins x, c'est une primitive de f. Pourquoi ? Parce que si je dérive cette fonction grand f, d'accord ? Donc j'ai un moins ici, j'ai un moins qui va sortir de la dérivée d'une fonction composée, ln de g de x, avec g de x égale 1 moins x, dont la dérivée de g vaut moins 1, donc moins 1 fois moins 1, divisé par 1 moins x. Donc ça fait bien 1 sur 1 moins x. Donc grand f est une primitive de f, et quand x égale 0, grand f vaut moins log de 1, c'est-à-dire 0. D'après le théorème qui est juste au-dessus, j'en déduis que si je prends la primitive de P qui s'annule en 0, eh bien, ça me donne un développement limité, ou le développement, puisqu'on a vu qu'il est unique, limité, d'ordre n plus 1 de grand F en 0. D'ordre n plus 1, autrement dit, en fait, ça veut dire tout simplement que
quelque part, quand je prends la primitive à gauche, je prends aussi la primitive à droite, évidemment qui s'annule au même point, enfin qui prend la même valeur en 0. Et ce petit taux de x puissance n, c'est un peu comme si je prenais aussi sa primitive, puisqu'il va devenir un petit taux de x puissance n plus 1. D'accord? Alors en fait, x puissance n, sa primitive qui s'annule en 0, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais évidemment, dans un petit taux, les constantes qui sont devant ne jouent aucun rôle. Donc c'est un petit taux de x puissance n plus 1. Donc, conclusion, eh bien, cette fonction moins log de 1 moins x, elle admet pour développement limité d'ordre n plus 1 en 0, x, primitive de 1, qui s'annule en 0, x2 sur 2, plus x2 sur 2, plus x3 sur 3, etc., jusqu'à x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, nous voilà avec un nouveau développement limité, le développement limité de log de 1 moins x, donc je fais passer le signe moins ici, de l'autre côté. Donc, développement limité de log de 1 moins x, eh bien, c'est moins x, moins x2 sur 2, moins x3 sur 3, etc., moins x puissance n plus 1 sur n plus 1, plus petit taux de xn plus 1. Là, je me suis arrêté à n plus 1, mais évidemment, je pourrais m'arrêter à n'importe quel entier. Oui, il y a une question? Oui, j'ai pas compris le lien entre primitive et développement limité. Alors, j'ai une fonction ici, f de x égale 1 sur 1 moins x. D'accord? Je remarque que cette fonction petit f, c'est la dérivée de grand F, définie par grand F de x égale moins log de 1 moins x. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant, je connais un développement limité de petit f. Oui. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que de ce développement limité de petit f, je peux déduire un développement limité de grand F? OK. Et ce théorème dit, bah oui, et c'est même très simple, c'est la manière la plus intuitive, c'est-à-dire que je sais que f de x s'écrit comme ce polynôme plus un petit taux de x puissance n. Si je prends la primitive de f à gauche, f va se transformer en grand F, et bien son développement limité, je vais pouvoir le calculer tout simplement en prenant une primitive de ce polynôme. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc la seule chose importante, c'est, attention, c'est la primitive que j'ai choisie pour ce polynôme, elle doit prendre la même valeur en 0 que la primitive que j'ai choisie pour f. Sinon, évidemment, je vais avoir un truc absurde, puisque quand je vais faire tendre x vers 0, évidemment, il faut que j'ai bien la même limite de chaque côté. Ok, merci. Voilà, donc ça nous permet, en fait, c'est la manière la plus simple de trouver le développement limité de la fonction log de 1 moins x en 0. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu calculer les dérivées successives de cette fonction. Et à vrai dire, ça n'aurait pas été très compliqué, puisque la dérivée première de cette fonction, je serais tombé tout simplement sur moins 1 sur 1 moins x. Et puis après, les dérivées successives, on les a déjà calculées, en fait, auparavant. Donc j'aurais trouvé comme coefficient du développement limité, à peu près ce que j'ai développé, ce que j'ai trouvé pour 1 sur 1 moins x, mais avec un décalage évidemment sur les dérivées, puisque ça c'est la dérivée première déjà au signe près de cette fonction. D'où ici les coefficients 1,5, etc., jusqu'à 1 sur n plus 1. Mais c'est plutôt plus compliqué de faire comme ça, plutôt que de calculer les dérivées successives, je pars du développement limité de petit f et je prends une primitive. Voilà, donc ça, on va l'appliquer pour d'autres fonctions. Alors, la notation usuelle pour la notion de primitive, c'est ce signe intégral ici sans borne. D'accord? Donc, quand vous avez un signe intégral sans borne, ça désigne en général une primitive, parce que, évidemment, vous ne spécifiez pas la constante qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, c'est le calcul qu'on vient de faire, mais on va l'appliquer maintenant à d'autres fonctions. Je prends log de 1 plus x. Alors, log de 1 plus x, j'ai deux manières en fait de calculer son développement limité. Première solution, c'est d'appliquer le théorème qu'on vient de voir. Log de 1 plus x, je remarque que sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x. Est-ce que je connais un développement limité de 1 sur 1 plus x? Oui, puisque je connais un développement limité de 1 sur 1 moins x, c'est le premier exemple qu'on a vu. Donc un développement limité de 1 sur 1 plus x, c'est la même chose, mais en changeant x en moins x.
Donc, le développement limité de 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus x2 moins x3 plus x4, etc. J'alterne tout simplement les signes devant les puissances de x. C'est un cas particulier d'ailleurs d'un développement limité plus général qu'on a vu ensemble, qui est 1 plus x puissance alpha. Bon, alors, j'ai le développement limité de 1 sur 1 plus x puissance moins 1, qui est ici. Comment je passe au développement limité de log de 1 plus x? Eh bien, en prenant la primitive de ce polynôme, qui vaut la même valeur que la fonction de départ en 0. En x égale 0, log de 1 plus x, ça vaut 0. Donc, je vais prendre tout simplement la primitive qui s'annule en 0, c'est-à-dire sans terme constant. Donc, je vais intégrer. Donc, 1 va s'intégrer en x, moins x va s'intégrer en moins x2 sur 2, x2 va s'intégrer en x3 sur 3, moins x3 va s'intégrer en x4 sur 4, etc. Donc, je vais trouver x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3, etc. Terme général, moins 1 puissance n, xn plus 1 sur n plus 1. À vrai dire, j'avais une autre manière de trouver ce résultat, et plus simple. C'était tout simplement de repartir de ce développement limité-là, que j'ai obtenu à la diapo précédente, et de remarquer que la seule différence entre ces deux lignes, c'est que je change ici x en moins x. Donc, si je prends ce développement limité et que je change x en moins x, je dois tomber sur celui-là, évidemment, ça marche bien. Ça change le signe, en fait, de tous les termes d'ordre impair. Donc, ce développement limité, ici, de log de 1 plus x, ça fait partie des quelques exemples aussi que vous devez connaître. D'accord ? C'est bien si vous pouvez le connaître par cœur. D'accord ? Alors, c'est un peu plus compliqué que les autres. Si vous ne le connaissez pas par cœur, ce n'est pas très grave, à condition, évidemment, de savoir le retrouver rapidement. Comment on le retrouve rapidement? Eh bien, en partant de ça, qui évidemment fait partie des développements limités très simples qu'il faut absolument connaître par cœur, puis en changeant x en moins x, puis en prenant une primitive de chaque côté. On continue avec les fonctions usuelles. Arctangente x. Comment trouver un développement limité d'arctangente x en 0? Là encore, je pourrais calculer les dérivées successives de l'arctangente et utiliser la formule de Taylor, mais ça serait assez lourd, hein, puisque les dérivées successives, elles ne sont pas très simples. Mais plus simplement, je peux remarquer que la dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2. 1 sur 1 plus x2, est-ce que je connais un développement limité de cette fonction en 0? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir le développement de 1 sur 1 plus x, qui se déduit lui-même du développement de 1 sur 1 moins x, qui est, comme je vous le rappelle, la somme des x puissance k. 1 sur 1 plus x, c'est la somme alternée des x puissance k, en quelque sorte, avec des signes qui alternent. Du coup, 1 sur 1 plus x carré, bah, x carré, hein, quand x tend vers 0, ça tend aussi vers 0, donc je peux remplacer ici x par x carré. Je vais bien obtenir le développement limité à gauche, donc de 1 sur 1 plus x carré, et à droite, eh bien, un développement limité, ici, jusqu'à l'ordre 2p. Allons-y, 1 sur 1 plus x carré, donc c'est 1, moins x2, plus x4, moins x6, etc., plus moins 1 puissance p, x puissance 2p, plus un petit taux de x puissance 2p. Hein, ça, c'est simplement une... Là, j'ai utilisé la composition de deux développements limités, mais un qui est trivial, hein, qui est juste que x2, c'est x2. Donc, j'ai toujours le droit, dans un développement limité, de remplacer la variable par n'importe quelle fonction de cette variable, à condition évidemment que cette fonction tende bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc, du coup, le développement limité de l'arctangente, je l'obtiens tout simplement en prenant la primitive de ce développement limité qui prend la même valeur que l'arctangente en 0, c'est-à-dire 0. Autrement dit, la primitive sans terme constant. Donc, le 1 va devenir x, moins x2 devient moins x3 sur 3, plus x4 devient x5 sur 5, etc. Donc, vous voyez, il y a une petite analogie, mais enfin petite, hein, avec ce log de 1 plus x, sauf que, évidemment, l'arctangente, vous vous rappelez, c'est une fonction impaire, comme la fonction tangente, normale, hein, réciproque d'une fonction impaire avec une fonction impaire. Et donc, du coup, il n'y a que des termes de degré impair dans son développement limité. Ça, c'est un
c'est un petit élément de vérification hein, qu'il ne faut pas hésiter à faire. Quand vous avez une fonction paire et que vous regardez son développement limité en 0, bien sûr, le développement limité doit ne contenir que des termes de degré pair et de même avec les fonctions impaires. On continue. Un peu plus compliqué, arcsinus. Arcsinus, on sait que sa dérivée, c'est 1 sur racine de 1 moins x2. Est-ce qu'on connaît un développement limité de 1 sur racine de 1 moins x2? Alors, on ne l'a pas encore vu, mais en fait, on peut le déduire assez facilement de choses qu'on a déjà vues. On a vu de manière générale le développement limité de 1 plus x puissance alpha, qui en fait ressemble à des coefficients ici dont les formules coïncident exactement avec les coefficients du binôme. Sauf que, évidemment, les formules que j'écris ici, c'est avec alpha quelconque, pas forcément un entier. 1 plus alpha x, si alpha était entier, ça serait 1 parmi alpha, plus alpha moins 1 sur factoriel de x2, si alpha était entier, ça serait 2 parmi alpha, etc. Comment je passe du développement limité de 1 plus x puissance alpha à celui-là? Déjà, je vais prendre alpha égale moins 1,5 pour avoir le développement limité de 1 sur racine de 1 plus x. Bon, je remplace. C'est un peu lourd. Hein, 1 moins 1,5 de x plus 1,5 fois, moins 1,5 fois moins 3,5 sur factoriel 2. Les moins s'éliminent. 1,5 fois 3,5. Voilà, sur factoriel 2, etc. Donc, on obtient une formule générale. Je ne vais pas trop détailler ça. Je ne vais pas vous demander de connaître cette formule par cœur. Ce qu'il faut simplement, c'est savoir la retrouver quand on en a besoin pour, on va dire, des petites valeurs de P. Alors, si je simplifie la formule, vous voyez que ce n'est pas si horrible. En fait, le terme général, de coefficient de x puissance p, eh bien, d'abord, il y a un moins 1 puissance p, tout simplement parce que les signes alternent. D'accord. Et puis ensuite, vous voyez, le numérateur, c'est le produit des nombres impairs à partir de 1. Ici, des nombres, hein, j'en ai, alors si je fais p égale 1, ici, je tombe sur 1, donc j'ai exactement p nombres impairs à partir de 1. Et au dénominateur, j'ai tout simplement les p premiers nombres pairs à partir de 2. Voilà, alors là, je n'ai pas encore le développement limité de 1 sur racine de 1 moins x2, puisque maintenant, comme j'ai 1 sur racine de 1 plus x, eh bien, il faut que je change x en moins x2. Moins x2 tend bien vers 0 quand x tend vers 0, donc c'est licite. Donc, dans cette formule, je change x en moins x2. Qu'est-ce qui va changer? Alors, les signes se simplifient, du coup. J'obtiens que des signes plus partout, ça c'est assez agréable. Les coefficients, ici, ne changent pas. Donc, j'ai toujours comme pm coefficient, ou plutôt pm à partir du x2 ici, le produit des p premiers impairs sur le produit des p premiers pairs à partir de 2. Cette fois-ci, par contre, ça c'est le coefficient de x puissance 2p. Bon, on a presque terminé. J'ai le développement limité donc, de cette fonction. Donc, une primitive de cette fonction, de cette fonction, c'est-à-dire l'arcsinus, va donner un développement limité qui est tout simplement obtenu par la primitive de ce polynôme qui prend la même valeur en 0. Arcsinus de 0, c'est 0, tout simplement parce que sinus de 0, c'est 0. Donc, je vais prendre encore une fois la primitive de ce polynôme qui est nul en 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme constant. Le 1 va devenir un x, le x2 sur 2 va devenir 1,5 de x3 sur 3. De manière générale, le coefficient qui est là, je le remets devant et je prends la primitive de x puissance 2p qui est donnée par x puissance 2p plus 1 sur 2p. Voilà, bon. Ce qui est important là-dedans, c'est de savoir qu'on sait calculer ce développement limité. D'accord? Je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur cette formule. En fait, on ne l'apprend pas en général, on la retrouve quand on en a besoin. Et en général, quand on en a besoin, ce n'est pas
pour P quelconque, c'est pour voilà, P égale 1, P égale 2. Mais, voilà. Oui, je vois qu'il y a une question, allez-y. Oui, par exemple, si on veut le développement limité d'ordre 3 d'une de ces fonctions, le polynôme, il sera d'ordre 4, du coup, vu que c'est n plus 1. Alors, en fait, ça c'est une bonne question. On a trop discuté jusqu'à présent. Quand on va vous demander des développements limités, la question peut être formulée de plusieurs manières. En général, on va vous dire calculer le développement limité à l'ordre 5 de telle fonction. Donc là, c'est simple. À l'ordre 5, ça veut dire que vous devez avoir des termes jusqu'à des x puissance 5 et derrière un petit taux de x puissance 5. Ah. Il va arriver parfois que le terme de x puissance 5 d'ailleurs soit nul. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez un petit taux de x puissance 5. Donc ça sera la plupart des énoncés. Ce qui va arriver parfois, c'est qu'on vous demande un développement limité avec 3 termes. Donc par exemple, si on vous demande un développement limité avec 3 termes en 0 de cette fonction log de 1 plus x, la réponse c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 plus un petit taux de x3. Si on vous demande un développement limité avec 3 termes de, alors je prends un autre exemple, de par exemple sinus hyperbolique de x, c'est x plus x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus petit taux de x5. Vous voyez, ce n'est pas la même question. Si je vous dis 3 termes, ça veut dire, c'est évidemment 3 termes non nuls, hein, ça veut dire que en fait, le petit taux va dépendre évidemment des termes présents et des termes pas présents parce que les coefficients sont. Dernière question qui peut arriver, qu'on avait ici par exemple, alors je ne l'avais pas formulé comme ça, je le changerai peut-être d'ailleurs. Je vais corriger, là il y a une petite coquille encore à corriger. On aurait pu ici demander un développement limité d'ordre maximal de G rond F. Alors, ordre maximal, ça veut dire le plus grand possible compte tenu de ce qu'on sait sur F et G. D'accord. Donc là, j'ai un développement limité d'ordre 2 pour F, d'ordre 3 sur G. Bon, peu importe, mais en tout cas, quand je remplace, je me rends compte qu'il y a des petits taux de x3 qui sortent et je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, ça ne sert à rien de mettre, évidemment, comme on l'a vu, des puissances de x qui sont au-delà de x3 puisqu'elles sont absorbées par le petit taux de x3. Voilà, donc ça, c'est 3 possibilités. Alors, quand vous tombez maintenant sur un développement limité que vous allez calculer par primitive, comme on a fait ici, si je vous demande un développement limité, mettons, à l'ordre 3 de l'arc sinus en 0, vous réfléchissez un peu, vous vous rappelez que le développement de l'arc sinus, on l'obtient par primitive. Et donc, vous demandez, je vais donc devoir écrire un développement limité de cette fonction, jusqu'à quel ordre? Bien, si j'ai besoin d'un développement limité à l'ordre 3 de l'arc sinus, comme je sais qu'en prenant la primitive, je gagne un ordre, je n'ai besoin de calculer un développement limité de cette fonction que jusqu'à l'ordre 2. Comme cette fonction, je calcule un développement limité à l'ordre 2 en remplaçant x par moins x2 dans celui-là, j'ai besoin d'aller tout simplement à l'ordre 1 pour 1 sur racine de 1 plus x. Donc c'est 1 moins 1 demi de x plus petit taux de x. Je remplace x par moins x2. 1 plus 1 demi de x2 plus petit taux de x2. J'intègre x plus x3 sur 6 plus petit taux de x3. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup, c'était super clair. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on continue. On va maintenant faire pas mal d'exemples, puisque ces développements limités, c'est en fait essentiellement, on va dire, une pratique des calculs. Alors, il y aura plusieurs types d'exercices. Il y aura des exercices, on va dire, de base, où on vous demande de calculer des développements limités. Et puis, un petit peu plus motivant, des exercices où on utilise ces développements limités pour pouvoir répondre à des questions auxquelles on aurait du mal à répondre, disons, sans cet outil. Alors, pour l'instant, on va faire des exemples. Bon, ça va être un peu calculatoire, mais c'est des choses qu'il faut savoir faire. Je vous encourage très fortement, d'ailleurs, à reprendre chez vous, tranquillement, les exemples de développement limité
que j'ai traités dans ce chapitre. Donc, tout ce qu'on voit ici en cours, hein, essayez de les refaire par vous-même à la main. Ce sera une très bonne manière d'assimiler ces techniques. Alors, vous avez peut-être remarqué que parmi les fonctions usuelles dont j'ai donné les développements limités, il n'y avait pas la fonction tangente. La raison à ça, c'est que le développement limité de la fonction tangente, en fait, il n'y a pas de formule simple, comme pour les fonctions sinus et cosinus, où on a vu finalement c'est assez simple à retenir, hein, les coefficients sont explicites. Alors, il y a une formule néanmoins générale, hein, mais cette formule générale, elle utilise ce qu'on appelle des coefficients de Bernoulli. Voilà, ça nécessite d'introduire des notions supplémentaires. Et du coup, on ne considère pas que ça fait partie des développements limités qu'on souhaite mémoriser. Donc, évidemment, il faut savoir que ça existe. Tangente est une fonction infiniment dérivable au voisinage de 0, donc elle a un développement de Taylor à tout ordre, hein, donc évidemment, elle a un développement limité à tout ordre en 0. Mais quand on a besoin d'un développement limité de tangente, eh bien, on le recalcule en utilisant le fait que tangente, c'est tout simplement le quotient entre sinus et cosinus, ou, en ce qui est équivalent, le produit entre sinus et 1 sur cosinus. Donc ici, on nous demande un développement limité à l'ordre 5, et donc on va faire un développement limité à l'ordre 5 de chacun de ces deux termes, et on va faire le produit en éliminant évidemment tout ce qui dépassera dans le produit le degré 5. Alors, on y va. Sinus x, c'est facile. Pardon, je commence par cosinus, excusez-moi. Je pensais que j'avais commencé par l'autre. Cosinus x, alors pourquoi je commence par cosinus x? Puisqu'il me faut donc le développement limité de 1 sur cosinus x. D'accord? Donc évidemment, des deux, c'est celui qui va me demander le plus de calcul. Alors, cosinus x, ça, je connais son développement limité en 0, c'est du cours, hein, je prends la partie paire de l'exponentielle et j'alterne les signes. Donc 1 moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, et j'ai derrière un petit taux de x4 qui en fait aussi, j'ai même un petit taux de x5. Pourquoi? Parce que le terme suivant dans le développement limité, si je l'avais poussé un peu plus, ça serait x6, et x6 est lui-même un petit taux de x5. D'accord? Donc ça, c'est une propriété qu'on utilisera de temps en temps. Les fonctions paires ou les fonctions impaires d'ailleurs, mais les fonctions dont le développement limité a qu'un terme sur deux, eh bien, quand le petit taux que vous écrivez, vous pouvez écrire évidemment un petit taux du dernier terme, mais vous pouvez même écrire un petit taux de la puissance immédiatement après, puisque, par définition, comme il n'y a qu'un terme sur deux, le terme n'existe pas. Alors, ça, c'est le développement limité de cosinus. Et pour faire le développement limité de 1 sur cosinus, d'abord, je commence par me poser la question, quand x tend vers 0, vers quoi tend cosinus x? La réponse, elle est là, hein. C'est le coefficient constant de cosinus, c'est 1. Donc, je vais me retrouver avec, et c'est tant mieux, avec quelque chose du type 1 sur 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et je vais même l'écrire, parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus commode, 1 sur 1 moins quelque chose, 1 sur 1 moins u. D'accord? Donc, volontairement, j'écris ce développement limité sous la forme 1 moins petit u. Petit u, donc c'est tout ça. Donc, évidemment, j'ai mis un signe moins ici pour tenir compte du fait que j'avais un signe plus et que je factorise ici le moins. Sur le petit o, évidemment, un plus ou un moins, ça ne change rien, on l'a déjà vu. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, à chaque fois que je vais avoir à faire le développement limité de 1 sur quelque chose, dans 99% des cas, le quelque chose, en 0, il va tendre vers 1. D'accord? Alors, s'il ne tend pas vers 1, ce n'est pas grave, on divise. S'il tend vers 3, ben on met 3 en facteur et du coup, on se ramène à quelque chose qui tend vers 1. D'accord? Et du coup, quand j'ai 1 sur quelque chose qui tend vers 1, eh bien, je peux toujours l'écrire comme 1 sur 1 moins u avec u qui tend vers 0. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le développement limité de 1 sur 1 moins u, je le connais et il est très simple. C'est pour ça que j'ai mis un signe moins ici, parce que 1 sur 1 moins u, c'est le premier qu'on a vu, le plus simple, celui qu'il faut vraiment retenir en premier. 1 sur 1 moins u, son développement limité, c'est la somme des u puissance 4.
1 plus U plus U2 plus U3, etc. jusqu'au rang qui m'intéresse. Donc, par composition, pour trouver le développement limité de 1 sur cosinus, c'est-à-dire de 1 sur 1 moins U avec U égale tout ça, eh bien, je vais tout simplement remplacer dans le développement limité de 1 sur 1 moins U par sa valeur en fonction de X. Alors, on y va. U, il est ici. Je vais avoir besoin aussi de U carré. D'accord? Alors, vous voyez que ici, j'ai un développement limité à l'ordre 4. D'accord? Donc, je vais m'arrêter à l'ordre 4. En fait, sur le cosinus, là, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'ordre 5, tout simplement parce que comme sinus de 0 égale 0, je vais avoir un x en facteur, d'accord? Donc, le degré va automatiquement monter d'un cran. Donc, je fais des développements pour cette partie-là seulement jusqu'à l'ordre 4. Bon, à vrai dire, j'aurai un développement à l'ordre 5 sans rien changer, hein, puisque comme on l'a vu ici, j'ai le droit de mettre un petit taux de x5, vu que la fonction est paire. Alors, à l'ordre 4, donc je vais me limiter au petit taux de x4. Du coup, quand je calcule u carré, je n'ai pas besoin de tout calculer. D'accord? Parce que quand j'élève ce terme-là au carré, eh bien, le seul terme qui est d'ordre inférieur ou égal à 4, c'est x2 sur 2 au carré. D'accord? Donc, ça fait x4 sur 4, et tous les autres termes sont des petits taux de x4. Dit autrement, hein, ce que j'ai écrit là, c'est que u est équivalent à x2 sur 2 quand x tend vers 0, donc u carré est équivalent à x4 sur 4. Il me faut aussi u3. Alors u3, c'est encore plus simple parce que quand j'élève u au cube, eh bien, tous les termes sont des petits taux de x4. Donc en particulier de x5. Oui, là, j'étais un peu maladroit, j'aurais dû garder le x4. C'est pas faux, hein, ce que j'ai écrit, mais je le corrigerai dans la version, la nouvelle version que je mettrai sur Moodle. Donc, jusqu'à l'ordre 4, j'ai U, U2, U3. Et maintenant, je remplace. 1 sur cosinus x, c'est donc 1 sur 1 moins U, c'est 1, qui est ici, plus U, que je remplace, donc x2 sur 2 moins x4 sur 24, le petit taux de x4, je le mettrai à la fin, plus U2, qui me fait un x4 sur 4, plus aussi un petit taux de x4 quand je développe, plus U3 qui ne me fait aucune contribution puisqu'il c'est aussi un petit taux de x4. Donc, 1 sur 1 moins U, c'est-à-dire 1 sur cosinus x, ça fait, bien, vous voyez que c'est assez simple à calculer, 1 plus x2 sur 2, et des termes en x puissance 4, eh bien, si je mets au même dénominateur, ça fait 6 moins 1 sur 24, donc 5x4 sur 24. Bon, on a fait la moitié du travail, en fait un peu plus, parce que sinus, c'est assez simple. Donc, je mets de côté ce développement limité. Maintenant, je vais m'attaquer à sinus. Alors, sinus, c'est du court, hein, donc je n'ai pas de calcul à faire. Développement de sinus x, je vais aller jusqu'à l'ordre 5, cette fois, en 0. X moins x3 sur 6, plus x5 sur factoriel 5, c'est-à-dire 120, plus un petit taux de x5. J'aurais même pu mettre petit taux de x6 ici, puisque le terme suivant est en x7. Et maintenant, je fais le produit entre ce développement limité-là et le développement limité de 1 sur cosinus x qu'on vient de calculer à la diapo précédente. Puisque, évidemment, tangente x, c'est le produit des deux. Alors, allons-y, je recopie ça, et je fais le produit. Je fais le produit en remarquant que ici, je vais avoir, quand je développe, des petits taux de x5. D'accord? Donc, tout ce qui est de degré plus grand que 5 strictement, il va rentrer dans le petit taux. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire les termes. D'accord? Ça va me simplifier la vie, hein, puisque là, j'ai quand même 4 termes. Là, j'ai 4 termes aussi. Donc, si je les écris tous, ça fait 16 termes. Donc, ça serait assez maladroit d'écrire les 16 termes et puis ensuite de les simplifier. Je fais directement la remarque que tout ce qui est de degré strictement plus grand que 5 est absorbé par le petit taux de x5. Alors, on y va. Je développe, donc x, alors là je vais assez lentement parce que, et je vous conseille de faire pareil quand vous faites ces calculs, hein. Les calculs de développement limité, c'est des calculs qui peuvent être un peu fastidieux, un peu longs. Évidemment, il est très facile de faire des erreurs de calcul. Donc,
la règle primordiale pour éviter les erreurs de calcul, c'est de vous ramener toujours à des choses simples, des étapes élémentaires. Le moment où vous passez d'une ligne à la suivante en faisant deux choses à la fois, par exemple en développant et en groupant les termes, c'est le moment où vous allez faire des erreurs. D'accord ? Alors ça, des fois, ça peut paraître une perte de temps d'écrire une ligne de plus, mais comparé au temps que vous prend ensuite le fait de devoir corriger tous vos calculs quand vous vous rendez compte qu'il y a une erreur à la fin, c'est vraiment rien. Donc, n'hésitez pas. Il vaut mieux en écrire trop et que ça vous prenne un peu plus de temps, plutôt, mais en ne faisant pas d'erreur, plutôt que d'aller trop vite et de faire des erreurs de calcul. Donc, encore une fois, vous voyez que ici, c'est pour ça que, par exemple, je n'ai pas commencé à cette ligne-là à développer. Dans un premier temps, je recopie. D'accord ? Je recopie et j'écris. Comme ça, je vais passer d'une ligne à la suivante en lisant simplement la ligne précédente et pas en allant chercher des trucs qui sont plus longs. Ensuite, ici, plutôt que de tout développer, eh bien, je développe simplement par rapport à cette première parenthèse. Parce que c'est plus simple, c'est très mécanique. X fois tout ça. Moins x3 sur 6 fois tout ça. Plus x5 sur 120 fois tout ça. Vous voyez ? Et donc, ensuite, je vais développer par rapport à la deuxième parenthèse. Voilà, alors je ne vais pas plus loin parce que, donc, au passage, quand je développe, j'en profite quand même pour écrire uniquement ce qui est utile. D'accord ? Donc, x fois tout ça, ça je le garde, mais vous voyez que moins x3 sur 6, j'ai déjà du degré 3, et comme je sais qu'à la fin, je ne vais pas écrire de termes plus gros que le degré 5, eh bien, quand je recopie la parenthèse ici, je ne mets pas le 5x4 sur 24. D'accord ? Parce que je sais que x3 fois x4, ça me ferait du x puissance 7 qui va servir à rien. De même, quand je développe x5 sur 120 fois tout ça, en fait, je n'ai pas besoin de recopier tout ça, mais simplement le 1 plus, je pourrais mettre petit o de 1 même ici, puisque tout le reste, évidemment, sera des petits o de x puissance. Voilà, donc maintenant je développe x3 sur 3, 5x5 sur 24, vous voyez, c'est assez mécanique, hein, c'est ça le but, hein, c'est de rendre tous les calculs complètement mécaniques pour éviter de faire des erreurs. Moins x3 sur 6, moins x5 sur 12, plus x5 sur 120, plus un petit o de x5. Bon, là, j'ai du petit o de x6, là, du petit o de x6 aussi, mais évidemment, des petits o de x6 sont en particulier des petits o de x5, puisqu'ici, d'ailleurs, j'ai aussi un petit o de x6. Bon, j'ai plus qu'à grouper les termes. Donc là, il faut faire un petit peu attention, mais ce n'est pas compliqué. Donc en x, j'en ai qu'un. En x3, j'ai 1 demi moins 1 sixième. Donc 3 sixièmes moins 1 sixième, c'est-à-dire 2 sixièmes, c'est-à-dire un tiers, x3 sur 3. Et des x5, j'en ai 5 sur 24, moins 5 sur 12, plus 5 sur 100, plus 1 sur 120. D'accord ? Donc le dénominateur commun, c'est 120. Donc 5 fois 5, 25. Moins 10, 15, plus 1, 16, 16 sur 120, donc ça fait 8 sur 60, 4 sur 30, 2 sur 15. Donc voilà le développement limité de tangente à l'ordre 5. En fait, c'est le développement à l'ordre 6 aussi, puisque ici, j'aurais pu écrire petit o de x plus 6, c'est toujours la même remarque. Le développement de tangente x, le terme suivant, comme c'est une fonction impaire, le terme suivant, c'est x puissance, c'est quelque chose fois x puissance 7. Voilà, x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15, vous voyez, il n'y a pas de... Bon, on a calculé avec 3 termes, mais il n'y a pas de schéma, en tout cas évident, qui s'installe. Et de fait, les coefficients successifs du développement limité de tangente ne sont pas donnés par des formules triviales, mais qui, encore une fois, font appel à ces coefficients dits de Bernoulli. Alors, on attaque un deuxième exemple. Logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x à l'ordre 4 au voisinage de 0. Donc, encore une fois, tous ces calculs ici, on ne s'amuse pas à calculer les dérivées successives de la fonction. Pour aller jusqu'à l'ordre 4, il faudrait calculer la dérivée quatrième de cette fonction. Je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas du tout un calcul qu'on a envie de faire. La dérivée première
Bon, ça irait, la dérivée seconde, ça serait très pénible, et après, les calculs seraient juste horribles. Donc, on utilise plutôt les techniques de calcul, ici, par somme et composition, pour trouver le développement limité. Donc, je vais avoir besoin, donc je prépare mes briques de base ici, du développement limité de racine de 1 plus x et de racine de 1 moins x. Racine de 1 plus x, c'est un cas qu'on a déjà rencontré, c'est un cas particulier de 1 plus x puissance alpha. Alors, la personne qui écoute la musique, est-ce qu'elle peut couper son micro, s'il vous plaît? Oh, mon micro est ouvert. Ok, merci. 1 plus x puissance alpha, donc, vous vous rappelez le développement limité, c'est facile, hein, c'est comme si c'était les coefficients du binôme, 1 plus alpha x, alpha moins 1 sur factoriel de x2, etc. Alors là, je vais aller, donc je vais l'appliquer évidemment à alpha égale 1,5. Donc on y va. Alors, une manière simple de le retenir, c'est que soit vous appliquez cette formule, soit vous calculez en fait, en quelque sorte, les dérivées successives à chaque fois en divisant par la factorielle. D'accord? Donc là, 1 plus 1,5 fois x, plus 1,5 fois moins 1,5, à chaque fois je diminue de 1, x2 sur factoriel 2, donc ça fait moins 1 huitième de x2, plus 1,5 fois moins 1,5 fois moins 3,5, donc ça fait moins 3 huitièmes fois x3 sur factoriel 3. D'accord? Donc ça fait moins 3 huitièmes, ça fait 3 huitièmes fois 1 sixième, donc ça fait 1 16e de x3. Et on continue. Le coefficient de x4, alors pour changer, je vais utiliser cette formule. Donc je fais n égale 4, alpha égale 1,5, 1,5 fois moins 1,5, ça fait moins 1 quart, fois moins 3,5, ça fait 3 huitièmes, comme on vient de le voir, fois moins 5,5, donc 3 huitièmes fois moins 5,5, ça fait moins 15 16e, moins 15 sur 2 puissance 4. Moins 15 sur 2 puissance 4, et je dois encore diviser par factoriel 4, d'accord, c'est-à-dire par 24. D'accord, alors 24, c'est 3 fois 8, donc j'ai moins 15 sur 24 divisé par 3 fois 8, donc le moins 15 va devenir moins 5, et ensuite le 2 puissance 4, eh bien je multiplie par 8, ça fait 2 puissance 7. Monsieur, Oui, j'ai pas compris comment vous avez trouvé 1 sur 8, le troisième terme. alors moins 1 sur 8, ben, tout simplement, je fais alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, et je divise par factoriel 2. Pardon, excusez-moi, je fais alpha, alpha moins 1, j'étais sur celui-là. Alpha, alpha moins 1, je divise par factoriel 2. Donc alpha, c'est 1,5. 1,5 fois 1,5 moins 1, c'est-à-dire moins 1,5. Donc 1,5 fois moins 1,5, ça fait moins 1 quart. Et je divise par factoriel 2, donc moins 1 huitième. D'accord? C'est bon? Bon, on l'a perdu. OK. Donc ça, c'est le développement à l'ordre 4 de racine de 1 plus x. Racine de 1 moins x, je ne recommence pas tout, évidemment. Je change tout simplement x en moins x. Donc ça va changer tout simplement le signe des termes de degré impair. Je fais la somme. Alors là, c'est assez agréable, parce que quand je fais la somme, vous voyez, évidemment, les termes qui ont changé de signe, eh bien, ils vont s'éliminer. Donc, il me reste en fait que les termes de degré pair. 2 moins 1 quart de x2, moins 5 sur 2 puissance 7, donc comme je disais 2 fois 2 puissance 6 fois x4. Le logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x, c'est donc le logarithme de tout ça. Alors, attention, maintenant, il faut que je calcule le logarithme de cette quantité. Donc, en fait, j'ai une composition ici. J'applique un logarithme à un développement limité.
Le développement limité que je connais pour le logarithme, qui est le plus simple à retenir, c'est le développement limité, le logarithme de 1 plus u, que je mets en haut. On l'a vu tout à l'heure, hein, logarithme de 1 plus u, c'est u moins u2 sur 2 plus u3 sur 3, etc. Ici, je vais jusqu'à l'ordre 4, moins u4 sur 4, plus petit o de u4. Est-ce que j'ai quelque chose de la forme logarithme de 1 plus u? Évidemment, avec u qui tend vers 0. Non. Quand x tend vers 0, la quantité ici qui est à l'intérieur du logarithme tend vers 2 et pas vers 1. Donc, je n'ai pas le droit, évidemment, d'utiliser cette formule directement en remplaçant. D'accord? En fait, c'est assez simple à comprendre. Si je voulais écrire ça sous la forme logarithme de 1 plus u, ça m'obligerait à écrire u égale 1 moins 1 quart de x2, etc. Et je n'ai pas le droit d'écrire u égale 1 plus quelque chose qui tend vers 0, puisque u est censé tendre vers 0. D'accord? Donc, je dois me débarrasser du 2. Alors, comment je fais? Si c'était une fonction quelconque, en fait, il faudrait tout simplement que j'obtienne un développement limité de la fonction en 2, c'est-à-dire un développement limité de type logarithme de 2 plus u égale. Et là, il faudrait que je le calcule par d'autres moyens. Comme c'est un logarithme, en fait, je vais pouvoir éviter ça tout simplement en factorisant par 2 et en utilisant le fait que le logarithme de 2 fois quelque chose, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme du quelque chose en question. Et le quelque chose en question, lui, il va tendre vers 1 quand x tend vers 0. Donc, je mets le 2 en facteur. Donc, 2 facteur de 1, moins 1 huitième de x2, etc. Et j'écris que le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, il y a un log de 2 qui sort. Et maintenant, j'ai bien quelque chose qui est de la forme logarithme de 1 plus u avec u qui tend vers 0. D'accord? Le petit u, ça va tout simplement être cette quantité-là, enfin même avec le petit o de x4. Donc, le logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x, c'est égal à quoi? Logarithme de 2 plus, eh bien, ce que j'obtiens ici en remplaçant dans cette formule u par moins 1 huitième de x2, moins 5 sur 2 puissance 7 x4 plus petit o de x4. Alors, je peux tout de suite remarquer quelque chose, c'est que, en fait, le u ici, le terme de plus bas degré dans u, c'est du x2. Donc, avec ce développement limité-là, je vais avoir du petit o de x puissance 8. Donc, en fait, je suis allé beaucoup trop loin. Là. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va faire de temps en temps. On fera trop de calculs. Alors, il vaut mieux s'en apercevoir assez tôt, parce que c'est toujours un peu bête de faire des calculs pour rien. D'accord? Quand on a écrit le développement limité de log de 1 plus u, bon, c'était logique d'aller jusqu'à l'ordre 4, mais finalement, quand on voit que u s'écrit comme quelque chose fois x2 plus quelque chose fois x4 plus un petit o de x4, eh bien, on se rend compte que en fait, u va être équivalent à une constante fois x2, et donc ici, on va avoir du x puissance 8, donc du coup, hop, on peut rétro-pédaler et se dire, bah oui, en fait, j'aurais pu m'arrêter ici à l'ordre 2. Parce que si u, c'est de l'ordre de x2, bah, u2, c'est déjà de l'ordre de x4. Bon, je vais quand même l'écrire, mais ce n'est pas grave, on va éliminer tous les termes après. Donc, je fais comme si je n'avais pas remarqué et je recopie. Donc, log de 2 vient là. Ensuite, donc log de 1 plus u, c'est u. Donc, je remets le u ici. Alors, le petit o, je le mets à la fin. Hein. Voilà, donc je mets u ici. Ensuite, moins u2 sur 2. Donc, moins 1 demi de tout ce truc-là au carré. Plus 1 tiers de tout ce truc-là au cube. Plus 1 quart. C'est moins 1 quart. D'ailleurs, je me suis trompé. Excusez-moi, il y a une petite coquille encore. Moins 1 quart de tout ce truc-là à la puissance 4. Bon, et là, voilà. Là, maintenant, je me dis, non, mais là, je suis en train de faire des calculs vraiment inutiles. D'accord? La parenthèse, là, elle est équivalente à moins 1 huitième de x2. Quand j'élève à la puissance 4, ça fait du x puissance 8. Du x puissance 8, ça ne sert absolument à rien vu que j'ai un petit taux de x puissance 4. Donc ça, je l'enlève. Là, pareil, j'ai du x puissance 6, c'est négligeable devant x puissance 4. Donc, en fait, il me reste que les deux premiers termes. Et
dans les deux premiers termes. Ici, je peux simplifier ce terme-là, parce que quand je vais développer ça, le seul terme qui n'est pas négligeable devant x4, c'est tout simplement le carré de moins 1 huitième de x2. Le double produit et le carré de x4 sont des petits taux de x4. Donc, tout ça pour évidemment éviter de faire plein de calculs inutiles. Donc, finalement, je me retrouve avec cette formule beaucoup plus simple, où là, j'ai que des termes en x2 et en x4. Donc, allons-y, fini le calcul. Logarithme de 2, plus, donc moins 1, ça je recopie ce terme-là, et ici, moins, donc 1 demi de moins 1 huitième de x2 au carré, donc ça fait 1 sur 2 puissance 3, 1 sur 2 puissance 6 une fois élevé au carré, fois 2 puissance 7 puisque j'ai un 1 demi, donc moins 1 sur 2 puissance 7 fois x4. Bon, j'ai plus qu'à regrouper les termes. Logarithme de 2, moins 1 huitième de x2, moins, donc là c'est un petit calcul tout simplement, donc des x4 sur 2 puissance 7, j'en ai combien? Eh bien j'en ai moins 5 ici, moins 1 ici, donc moins 6. Donc moins 6 sur 2 puissance 7, c'est comme moins 3 sur 2 puissance 6, et j'ai terminé. Voilà, donc vous voyez, ça ne demande pas des connaissances théoriques très approfondies. Il faut quand même faire un petit peu attention. Là, il y avait un petit piège avec le développement limité du logarithme qui, du coup, était au point 2. Donc, il a fallu se ramener au point 1 en mettant en facteur le 2 ici. Et ensuite, c'est simplement qu'il faut être rigoureux dans les calculs, d'accord, de ne pas aller trop vite. Et surtout, il faut prendre un peu de hauteur régulièrement pour éviter de faire trop de calculs. Bon, ce n'est pas dramatique, mais si on avait développé tout ça, on rend bien compte que quand même, on aurait fait beaucoup trop de calculs. Si je développe ici A plus B puissance 4, c'est pas très sympa ça. Il y a 5 termes à écrire. En plus, avec les coefficients qu'il y a devant, là, je suis à peu près sûr que je vais devoir me reprendre à 2 fois pour bien vérifier que tout est bon. En fait, remarquez que ce terme-là, j'en ai pas besoin parce que de toute façon, c'est négligeable devant x4. Ça me fait un sacré soulagement, celui-là aussi. Et remarquez que je n'ai même pas à développer le carré là, puisque de toute façon, il n'y a que le carré du premier terme qui n'est pas négligeable devant x4. Ça fait aussi un gros soulagement. Donc, vous voyez que finalement, en termes de calcul, en termes de développement, en tout cas, je n'ai pas eu tant de développement que ça. Oui, il y a une question? Oui, c'était pour savoir, quand on écrit ça dans un DS, quelque chose comme ça, comment on justifie qu'on n'écrit pas ces termes? Alors, dans un DS, par exemple, vous avez tout à fait le droit de barrer. Alors, je vous conseille de le faire dans une autre couleur, qu'on voit bien que c'est fait exprès, que ce n'est pas une erreur, parce que quand vous barrez des choses, ça peut être aussi que vous vous êtes trompé. Donc, vous barrez en rouge et éventuellement, vous mettez en rouge un petit commentaire en mettant terme négligeable, terme petit taux de x4, d'accord, pour indiquer que justement, vous ne développez pas. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc là ici, je ne les ai pas barrés, je les ai effacés en quelque sorte, mais j'aurais pu effectivement les barrer. C'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas parce que c'est barré que ce n'est pas propre. L'important, quand vous écrivez quelque chose, c'est que le correcteur comprenne le raisonnement que vous avez fait. Donc, si c'est barré proprement, surtout dans une autre couleur qu'on voit bien que vous l'avez fait exprès, c'est à peu près l'explication la meilleure, en tout cas la plus courte que vous puissiez donner. Voilà. Donc, on obtient ce développement limité. Alors, exemple d'application de ce calcul, vous seriez en droit de demander quand même à quoi ça sert de faire ça. Eh bien, ça sert par exemple à résoudre ce calcul de limite qui est assez difficile. Imaginons que je vous donne la fonction f de x égale 8 logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x sur 2, plus x2, le tout sur 1 moins cosinus de x2. Bon, alors, vous pourriez me dire, ok, je regarde les limites. Alors, le dénominateur, quand x tend vers 0, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, ça va 1 moins 1, ça fait 0. Donc, le dénominateur tend vers 0. Déjà, ça, c'est pas très bon signe.
Et le numérateur, donc ça tend vers 0. Racine de 1 plus x, ça tend vers 1. Racine de 1 moins x aussi. La moyenne des deux tend aussi vers 1. Ah, mais log de 1, ça fait 0. Donc, j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, OK, 0 sur 0. Alors, est-ce que je reconnais un taux d'accroissement, une limite de taux d'accroissement, en quel cas je pourrais espérer identifier un nombre dérivé, mais là, pas vraiment. D'accord? Donc, est-ce qu'on a un autre outil à notre disposition que vous avez déjà utilisé, qui est la règle de l'hôpital? Est-ce que, par hasard, donc, si je sais que si la dérivée du dénominateur en 0 n'est pas nulle, eh bien, la limite en 0, ça sera en fait tout simplement le rapport des limites des dérivées en 0. Malheureusement, quand je dérive ça, ça me donne, donc la dérivée de x2, ça va me donner 2x, cosinus va se dériver en sinus et le moins va rester, en moins sinus, pardon, et le moins va rester, donc les moins vont se simplifier, donc ça va me faire 2x sinus de x2. Alors 2x sinus de x2, malheureusement, quand x tend vers 0, ça fait bien 0. Donc la règle de l'hôpital ne me tire pas d'affaire. Et à vrai dire, en fait, pourquoi c'est assez méchant? Parce que vous voyez que cosinus de x2, ça tend vers 1. Et en fait, je sais que cosinus de développement limité du cosinus, on l'a vu il y a très longtemps, d'accord? Alors, on l'a revu ici, c'est 1 moins x2 sur 2. Donc 1 moins cosinus x, d'accord, ça se comporte comme x2 sur 2. Donc 1 moins cosinus x au carré, cosinus pardon, de x2, excusez-moi, il faut que je revienne, je suis trop loin. Hop. Voilà. 1 moins cosinus de x2, ça se comporte donc comme 1 moins x2 sur 2, mais en remplaçant x par x2, donc 1 moins x4 sur 4. Donc j'ai du x4 ici, pardon, sur 2, donc j'ai un terme ici qui se comporte en gros comme une constante fois x4. D'accord? Donc ici, j'ai non seulement ça tend vers 0, mais ça tend vers 0 de manière très rapide. D'accord? Donc ici, ma seule chance qu'il y ait une limite finie, c'est que tous les termes ici du développement limité de cette quantité, constants en x, en x2, en x3, soient tous nuls. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien, on fait le calcul. Je ne l'ai pas fait ici, mais on va le faire par oral. Alors, je fais, quel est le lien entre cette fonction-là et celle-ci? Ben, en fait, ici, j'ai un coefficient 2, d'accord, mais en fait, logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x sur 2, c'est la même chose que logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x moins le logarithme de 2. En fait, ça va éliminer ce logarithme ici. D'accord? Et je multiplie tout par 8. Donc, quand je soustrais ici à la formule rouge logarithme de 2 et que je multiplie par 8, j'obtiens à gauche exactement ce terme-là. Et à droite, donc j'ai enlevé ce terme-là, j'ai multiplié par 8, donc j'ai moins x2 moins 3 huitièmes de x4. Je rajoute x2, donc le moins x2 s'élimine aussi, 3 huitièmes de x4. Bon, donc là, on peut terminer. Je vais le faire, du coup, quand même à la main. Alors, je vais juste prendre la formule sous les yeux, parce que sinon, ça va jongler entre les deux. OK. Voilà. Donc, je reprends le calcul. On a vu que le logarithme de... Donc ça, c'est ce qu'on a démontré à la diapo précédente. Et on me demande la limite. Alors, je vais plutôt écrire différemment.
je vais plutôt directement écrire f de x, donc c'est 8 fois le logarithme de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x sur 2, plus x2 sur 1 moins cosinus de x2. Alors, je divise ici par 2. Divisé par 2, c'est comme si je retranchais log de 2, donc ça revient à barre externe. Je multiplie par 8. Ce coefficient s'en va, et 2 puissance 6 devient 2 puissance 3. Et du coup, je vois que le numérateur qui est ici, eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme ce terme-là plus x2. Et comme ici, j'ai du moins x2, ça s'en va. Et donc, il me reste moins 3 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, x4, plus petit o de x4. Je m'occupe maintenant du dénominateur. Cosinus de u, quand u tend vers 0, c'est 1 moins u2 sur factoriel 2 plus petit o de u2. Donc, cosinus de x2, je remplace 1 moins x4 sur 2 plus petit o de x4. Et donc, 1 moins cosinus de x2. D'accord, donc les 1 s'en vont. Il va me rester x4 sur 2 plus petit o de x4. Donc, je recopie. x4 sur 2 plus petit o de x4. Bon, ben en fait, là, ce que j'ai écrit, c'est simplement des équivalents, hein, puisque j'ai un terme plus un petit o du terme. Donc, moins 3 huitièmes de x4 pour le numérateur, x4 sur 2 pour le dénominateur. Mais évidemment, les x4 se simplifient, donc ça, c'est quand x tend à 0. Hein. Et donc, ça fait tout simplement moins 3 huitièmes fois 2, donc moins 3 quarts. D'accord. Donc, je viens de montrer que la limite, quand x tend vers 0 de f de x, c'était moins 3 quarts. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, excusez-moi, monsieur. Allez-y. Pourquoi vous avez effacé 2 puissance 6 et vous avez mis 2 puissance 3? Parce que j'ai multiplié par 8 là. Donc, Ah du coup, oui, d'accord. quand je multiplie tout par 8, je barre ça et je multiplie par 8 aussi ce terme. Ok, merci. Monsieur, Oui, en fait, j'ai pas compris pourquoi vous avez barré le ln de 2. parce que j'ai divisé par 2, donc c'est la même chose. Ici, j'ai divisé par 2. D'accord, donc j'utilise le fait que le logarithme de a sur 2, c'est le logarithme de a moins le logarithme de 2. Donc si je divise par 2, c'est comme si je retranchais le logarithme de 2. D'accord, donc du coup, je le retranche de chaque côté. D'accord? Ou pas? Ok, merci, c'est bon, oui. J'avais quelque chose du type logarithme de a égale logarithme de 2 plus voilà, b, mettons. Et du coup, j'ai dit, je retranche log de 2 de chaque côté, donc ça fait log de a moins log de 2 égale, donc ce truc s'en va, il ne reste plus que b, et ça, c'est log de a sur 2. Et donc, vous avez fait la même chose pour 1 sur 8 et 2 puissance 3? Ensuite, j'ai multiplié par 8. D'accord? Donc, si je multiplie par 8 à gauche, il faut que je multiplie par 8 à droite. Donc, le 1 huitième, du coup, devient 1. Et le 3 sur 2 puissance 6 devient 3 sur 2 puissance 3. Ok, merci. OK. Alors, on continue. Alors, un autre développement limité, racine de 1 plus x fois tangente x à l'ordre 3 au voisinage de 0. Bon, alors là, ça va aller assez vite. Racine de 1 plus x, on l'a vu juste avant. 1
plus 1 demi de x moins 1 huitième de x2 plus 1 16e de x3. Les tangentes x, on l'a aussi vu juste avant. Alors là, je le refais parce que en fait, c'est assez simple, comme on le demande à l'ordre 3. Ça va assez vite. Hein. Je peux directement en fait, écrire le rapport sinus sur cosinus. X moins x3 sur 6 plus petit o de x3, ça c'est du cours développement limité de sinus. 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x2, c'est du cours, c'est développement limité de cosinus. Et attention, j'utilise toujours la formule. Alors, j'aurais dû écrire plutôt 1 sur 1 moins u, ça aurait été plus clair. Hein, pour faire le développement limité de 1 sur ce truc-là, j'écris ça comme 1 sur 1 moins u, avec u égale donc x2 sur 2 plus petit o de x2. Donc, facile, 1 sur 1 moins u, ça fait 1 plus u. En premier ordre, évidemment. 1 plus u plus petit o de u. D'accord? Donc, du coup, le 1 moins u, là, va devenir 1 plus u. Donc, le 1 moins u au dénominateur, si vous voulez, va devenir 1 plus u au numérateur. Donc, 1 plus x2 sur 2 plus petit o de x2. J'ai plus qu'à faire le produit et je retombe sur le calcul de tout à l'heure, mais en plus simple, parce qu'on va à l'ordre 3 pour tangente au lieu d'aller à l'ordre 5. Et donc, je retombe sur x plus x3 sur 3, plus un petit o de x3. Voilà. Donc, ça, c'est juste le calcul de tout à l'heure, mais plus simple parce que je vais à l'ordre 3 au lieu d'aller jusqu'à l'ordre 5. Donc, j'ai beaucoup moins de calculs. Voilà, ben maintenant, j'ai le développement limité de ce terme, j'ai le développement limité de ce terme, je fais le produit. Évidemment, quand je fais le produit des développements limités, je vais ne garder que les termes qui ne sont pas négligeables devant le petit o le plus grand, c'est-à-dire celui de degré le plus faible. D'accord ? Donc, comme ici, j'ai 1 qui est multiplié par petit o de x3, j'ai un petit o de x3, donc tout ce qui est de degré plus grand que 3, je ne l'écris pas. Donc, je développe x plus x3 sur 3, plus 1 demi de x2, plus un terme que je n'écris pas parce qu'il est de degré plus grand, moins 1 huitième de x3, plus un terme que je n'écris pas, et ça, je n'écris rien non plus, parce que tout ça, c'est de degré plus grand que 3. Donc, il me reste x plus x3 sur 3, plus 1 demi de x2, moins 1 huitième de x3, je n'ai plus qu'à grouper les termes. X plus 1 demi de x2 et des x3, j'en ai bien tout simplement 8 moins 3 sur 24, c'est-à-dire 5 sur 24. Monsieur, Oui? pourquoi, quand vous avez marqué 1 sur le développement limité du cosinus, après la ligne d'après, vous avez multiplié le développement limité du sinus par juste le développement limité du cosinus sans que ce soit une fraction? Non, si vous remarquez, il y a un signe plus là. Ah, ok, merci. D'accord? C'est parce que 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus petit o de u2. D'accord? Donc, quand vous avez en fait ici qu'un terme, quand vous avez un quotient avec juste 1 moins un seul terme, bah, du coup, c'est très simple. Vous pouvez vous débarrasser du fait que c'est au dénominateur en tout simplement changeant le signe. Ok, merci. Voilà. C'est pour ça que j'ai refait le calcul du développement limité de tangente, parce que c'est une petite remarque qui sert très souvent. Assez souvent, on ne va pas vous demander des développements limités jusqu'à des ordres astronomiques. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations assez simples où vous allez avoir 1 sur 1 moins x plus petit o de x. D'accord? Donc, je vais peut-être l'écrire parce que c'est quelque chose qui va me servir vraiment souvent. Voilà. Si par exemple, j'ai 1 sur 1 moins x plus petit o de x, ça c'est 1 sur 1 moins u avec u égale x plus petit o de x. Et ça, je sais que c'est 1 plus u plus petit o de u, développement limité de 1 sur 1 moins u. Et donc, quand je remplace, ça fait tout simplement 1 plus x plus petit o de x. Donc, si vous regardez comment vous êtes passé de là à là, eh bien, c'est juste que ce signe moins ici est devenu un plus. Et évidemment, vous avez quelque chose au dénominateur qui est venu au numérateur. D'accord? Donc, du coup, il y a plein de calculs qui vont être assez simples avec justement des développements limités au dénominateur. Par exemple, si j'ai, je ne sais pas moi, 1 plus 3x plus petit o de x sur 1 moins 5x2 petit o de x2, j'écris ça comme 1 plus 3x plus petit o de x. D'accord? Et puis, ensuite, je remarque que
ça c'est 1 moins u, avec u égale 5x2 plus petit o de x2. Et je sais que 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus petit o de u2. Donc je remplace 1 plus 5x2 plus petit o, ici, excusez-moi, c'est pas u2, là, c'est évidemment c'est u. Mais monsieur, ça se trouve, je me trompe complètement, mais normalement, quand il y a 1 sur 1 moins x, c'est pas égal à moins 1 moins x? 1 sur 1 moins x, vous dites quoi? Que c'est égal à moins Moins, entre 1 moins parenthèses, x? 1 moins x, oui. Vous voulez dire pour tout réel x? Je sais pas vraiment là. Ah, vous prenez x égale 0, déjà, ça ne marche pas. Hein. Je pense que ça se saurait, hein, si la division était équivalente à une soustraction. D'accord, non, ça c'est faux. Par contre, ce qui va vous servir tout le temps, c'est ça. Évidemment, ça marche parce qu'il y a un petit taux là. Hein. Ça marche quand, évidemment, quand u tend vers 0. Voilà, donc du coup, le 1 moins 5x2 plus petit o de x2 au dénominateur, il devient 1 plus 5x2 plus petit o de x2 au numérateur. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, on a gagné que maintenant, on a juste un produit. Maintenant, il y a juste un petit calcul très simple à faire, à développer tout ça pour avoir le résultat. Donc ça, du coup, ça fait, peu importe, hein, mais ça fait 1 plus 3x plus 5x2 plus un petit o de x2. Non, parce qu'il y a du petit o de x, d'ailleurs, qui vient là. Donc, je n'ai pas de terme... en x2, donc c'est encore plus simple. C'est tout simplement 1 plus 3x plus petit o de x. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on continue. Donc, comme tout à l'heure, on peut évidemment... à quoi ça sert de calculer ce développement limité? Ben, par exemple, si on vous demandait de trouver la limite en 0 de cette fonction, hein, c'est exactement du même ordre que tout à l'heure comme exemple, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous cherchez tout simplement un équivalent de ce terme, et pour ça, eh bien, en fait, on utilise des développements limités. D'accord? En fait, les développements limités, vous voyez, ça vous permet de trouver des équivalents, mais en fait, beaucoup plus. C'est-à-dire que dans un développement limité, vous n'avez pas simplement l'équivalent qui est ici, mais vous avez des termes supplémentaires correctifs. Alors, à quoi ça sert? Ben, ça sert que quand vous avez la soustraction de deux quantités qui potentiellement ont les mêmes termes, le même premier terme ou les mêmes deux premiers termes, etc., et donc la soustraction va engendrer une simplification, ben, le fait d'en avoir plus vous permet d'avoir une différence qui, évidemment, a un terme non nul, donc qui va lui vous permettre de trouver un équivalent. D'accord? Si je m'étais contenté de prendre un équivalent de ça, c'est simple, hein, tangente x c'est équivalent à x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc tout ça, c'est équivalent à x, ce qui se voit ici. Hein. Et tout ça, log de 1 plus x, on sait que c'est équivalent à x aussi. Donc x moins x, évidemment, je n'ai pas le droit de soustraire les équivalents, c'est certainement pas équivalent à 0. Si je veux savoir à quoi c'est équivalent, eh bien, il faut que j'aille plus loin que le premier terme du développement de racine de 1 plus x tangente x donné par son équivalent. Donc, il me faut un développement limité, et donc il faut les termes suivants en x2 et même en x3, parce qu'il se trouve que log de 1 plus x, quand je fais développement limité, ça fait x moins x2 sur 2. D'accord? Alors, x moins x2 sur 2, donc en fait, le x va se simplifier, mais le moins x2 sur 2, comme il y a un signe moins devant, vers plus x2 sur 2, donc en fait, j'aurais pu me contenter de ce terme-là. Donc, si je termine cet exercice, comme tout à l'heure, hein, on va le reprendre par. Voilà, donc on a montré que racine de 1 plus x tangente x était égale à x plus 1 demi de x2
plus 5 sur 24 de x3 plus petit o de x3. Donc, en particulier, je ne vais pas avoir besoin de ce terme. Donc, je peux écrire que c'est x plus 1 demi de x2 plus un petit o de x2. Hein, je fais une troncature de ce développement limité. Et j'écris par ailleurs que log de 1 plus x, ça c'est du cours, c'est x moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Donc, la différence entre les deux, racine de 1 plus x tangente x moins log de 1 plus x. Les x se simplifient et il me reste 1 demi de x2 moins 1 demi de x2, c'est-à-dire 2 demi de x2, x2. Voilà. Par ailleurs, sinus x est équivalent à x. Donc, sinus x au carré est équivalent à x carré. Ça, c'est toujours quand x tend vers 0, bien sûr. Hein. Tout ce que je fais là, c'est quand x tend vers 0. Et donc, la fonction qui était donnée, c'est-à-dire racine de 1 plus x tangente x moins log de 1 plus x sur sinus carré x, est équivalente quand x tend vers 0. Eh bien, pour le numérateur, j'ai du x2. Pour le dénominateur, j'ai du x2. C'est-à-dire c'est équivalent à 1. Donc, f de x ici. F de x tend vers 1 tout simplement quand x tend vers 0. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on continue. Alors, un autre exemple de développement limité que vous pouvez avoir à faire, c'est des développements limités qui ne sont pas en zéro. Donc ça, on l'a discuté à plusieurs reprises dans le chapitre. Et en fait, dans ces cas-là, le plus simple, c'est tout simplement de vous ramener en zéro par un changement de variable. Donc, si on me demande le développement limité de 1 plus x puissance alpha au voisinage de 1, d'accord, c'est-à-dire quand x tend vers 1, eh bien, je vais tout simplement poser x égale 1 plus u, ou 1 plus h, ou 1 plus ce que vous voulez, avec le u qui tend vers 0. D'accord? C'est le plus simple parce que les développements limités au voisinage de 0, ben, c'est facile à écrire. Au voisinage d'un autre point, il faut se trimballer des x moins a puissance k, et donc c'est un peu plus pénible. Donc, la meilleure solution, en général, c'est de faire ce petit changement de variable. Donc, faisons-le ici pour 1 plus x puissance alpha. 1 plus x puissance alpha, donc quand je change x en 1 plus u, ça fait 2 plus u puissance alpha. Comment je trouve le développement limité de cette fonction en 0? Cette fois-ci, u tend vers 0. Deux solutions. Soit je calcule les dérivées successives, comme on l'a fait pour 1 plus x puissance alpha, pas très efficace. Soit je me ramène à quelque chose que je connais, comme j'ai fait tout à l'heure pour le logarithme, avec le logarithme de 2 plus quelque chose, alors que je ne connaissais que le développement limité de logarithme de 1 plus quelque chose. Donc ici, c'est ce qu'on va faire, puisque si on factorise le 2, eh bien, il va tout simplement sortir. D'accord? Donc, je connais le développement limité de 1 plus, alors v, puisque c'est la puissance alpha. D'accord? Ça, on a déjà établi. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre le 2 en facteur et le sortir. Donc, 2 plus u, c'est 2 facteurs de 1 plus u sur 2. Donc, quand j'arrive à la puissance alpha, ça fait 2 puissance alpha fois 1 plus u sur 2, la puissance alpha. Et maintenant, je suis ramené à un développement limité connu, c'est-à-dire ce développement limité avec tout simplement v égale u sur 2. Donc, 1 plus u sur 2 puissance alpha, je remplace v par u sur 2. Je prends cette formule. Quand v égale u sur 2, ça fait 1 plus alpha u sur 2, alpha moins 1 sur factoriel de u sur 2 au carré, etc. Le même coefficient, mais u sur 2 puissance n. Ensuite, je reviens à la variable de départ. D'accord? Donc, je réexprime u en fonction de x. D'accord? Attention, quand je fais ça, les petits taux de u puissance n deviennent petits taux de, il manque une parenthèse, x moins 1 puissance n.
Hein, ne me mettez pas des x puissance n, évidemment, c'est bien x moins 1 à la puissance n. Quand x tend vers 1. Hein, les petits taux, ici, dans les développements limités, cette quantité-là va toujours tendre vers 0. Voilà, donc j'ai plus qu'à recopier. 1 plus x puissance alpha, ça fait donc 2 puissance alpha qui était en facteur là, multiplié par tout ce truc-là, plus un petit taux de x moins 1 puissance 1. On termine. À partir de cette formule, de la même manière, on peut trouver, et je vous laisserai le faire pour la prochaine fois, on le corrigera en début de séance, la limite de cette fonction quand x tend vers 1. Ça, c'est tout à fait un petit exercice qu'on peut vous poser directement. Alors évidemment, pour résoudre cet exercice, il n'y a pas besoin de faire le développement limité à l'ordre n, au voisinage de 1 de cette quantité. Hein. Il suffit de se limiter à l'ordre minimal qui va suffire. Clairement, un équivalent ne va pas suffire, d'accord, puisque si je prends juste un équivalent de chaque terme, là j'ai quelque chose qui tend vers racine de 2 quand x tend vers 1. Donc déjà, racine de 2 moins racine de 2, déjà ça fait 0, ça aussi ça tend vers 0. Voilà, donc si je vais à l'ordre suivant, ça va dépendre du fait que ce que je vais obtenir en x moins 1 va se simplifier ou pas avec ça. Et si ça se simplifie, il faudrait que j'aille à l'ordre encore suivant, c'est-à-dire jusqu'à des termes en x moins 1 carré, qui évidemment ne peuvent pas se simplifier avec ce qui est. De même, log de x, il va me falloir le développement limité de log de x quand x tend vers 1. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu explicitement, sauf que si j'écris x égale 1 plus u, le logarithme de 1 plus u quand u tend vers 0, ça c'est du cours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il nous reste quelques exemples à voir, hein, mais on a balayé le cours. Je regarde juste. Bon, il nous restera quand même pas mal de petits exemples à voir la prochaine fois. On passe maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a des questions générales sur ce qu'on vient de voir ou plus générales sur le cours? Oui. Excusez-moi, en fait, je n'ai pas compris comment on sait à quel degré on s'arrête quand on calcule une limite, comme on vient de faire. Alors, en général, on ne sait pas. D'accord? Et en général, on y va petit à petit. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas faire trop de calculs, on ne va pas dire bon, je vais faire un développement limité de racine de 1 plus x à l'ordre 8, comme ça, je suis tranquille. Bon, alors, quand vous voyez une formule comme ça, avant de vous lancer dans les calculs, il faut vous demander à quoi va ressembler le résultat. Si je fais un développement limité d'une fonction de x quand x tend vers 1, ça veut dire que je vais avoir des termes constants, des termes en x moins 1, des termes en x moins 1 carré, x moins 1 cube, etc. Les termes constants, si je n'ai pas de bol, ils vont se simplifier ici. S'ils ne se simplifient pas, c'est terminé. À ce moment-là, ça veut dire que la limite est non nulle. Donc, j'ai un équivalent. Les termes, donc s'ils se simplifient, il faut que j'aille jusqu'au terme en x moins 1, mais ils peuvent aussi se simplifier avec ce terme-là, ou pas. S'ils ne se simplifient pas, très bien, j'aurai un équivalent en quelque chose pour x moins 1. Si ça se simplifie, à ce moment-là, il faudra que j'aille jusqu'à l'ordre 2 pour avoir des termes ici en x moins 1 carré, qui ne peuvent absolument pas se simplifier, évidemment, puisque là, j'ai que des termes constants et des termes en x moins 1. Donc, je suis sûr qu'au maximum, j'ai besoin d'aller jusqu'à l'ordre 2. D'accord, mais merci. Sur un exercice comme ça, souvent, ce qu'on fait, c'est que on fait un développement limité. Alors, vous pouvez commencer à l'ordre 0. Souvent, on intuite un peu l'ordre. Et s'il n'est pas suffisant, on le complète ensuite. Okay. Et si on a fait un développement limité à un ordre trop élevé, on a fait un peu trop de calculs, mais ce n'est pas grave, ça marche quand même. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Dans la diapo, vous avez montré que ln racine de 1 plus x, c'est égal à ln de 2. Il y a un ln qui a disparu, je n'ai pas compris comment. Ce que j'ai écrit à la main? Non, dans une des diapos. Et ici, Ouais. On a ln de 1 moins 1 sur 8 x carré, et dans la ligne d'au-dessus, d'en dessous, il n'y a plus ln.
Oui, parce que j'ai utilisé ce qui est écrit en haut là. Ah, Vous voyez ok. qu'en haut, à gauche, il y a du ln, mais à droite, il n'y en a plus. Ah, ok. D'accord? Donc, en fait, j'ai juste posé U égale tout ce qui vient après le 1. D'accord? Oui. Ça, j'ai écrit ça comme log de 1 plus U, et ensuite, bah, je recopie. Donc, le U ici, je le remets là. Alors, le petit taux d'x4, je le mets à la fin. Hein. Et donc, tout ce qui était là, je le mets là. Donc ça fait le U, puis j'ai moins U 2 sur 2. Donc, ensuite, moins 1 demi de tout ce truc-là au carré, mais je n'ai pas besoin de tout recopier. Là, j'ai déjà simplifié, hein, puisque, en fait, voilà, c'était ça l'explication. Ok, merci. Hein, donc là, vous voyez le U que j'ai écrit explicitement, et je remplace log de 1 plus U par cette forme. Et ensuite, il y a une réflexion pour ne pas tout développer, réflexion sur le degré de. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Allez-y. Ce serait dans la diapo où vous avez fait 1 plus x puissance alpha d'ordre n au voisinage de 1. Pourquoi Oui. on a dit que x était égal à 1 plus u? J'ai pas compris. Parce qu'on veut se limiter à un développement limité en 0. D'accord? Au voisinage de 1, ça veut dire que c'est un développement limité quand x tend vers 1. Si vous regardez le cours, 99% de ce qu'on a fait, c'est à chaque fois des développements limités en 0. Ok, mais donc pourquoi Donc je pose x égale 1 plus u, du coup quand x tend vers 1, u tend vers 0. Donc je me ramène à un développement limité en 0 par rapport à la variable u. Ok, merci. C'est la même chose quand vous avez, je ne sais pas moi, des dérivés par exemple. D'accord? Assez souvent, c'est quelque chose que vous savez écrire de deux manières différentes, mais si je vous demande d'écrire la définition de f' de a, vous allez m'écrire que c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Mais vous savez que c'est aussi la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est tout simplement la dérivée d'une certaine fonction g en 0 avec tout simplement g' de x, g de x, voilà, g de x égale f de a plus x. D'accord? Donc, oui, j'aurais dû mettre g de h plutôt, ça sera plus simple. Donc, g de h, c'est la même chose, hein, égale f de a plus h. Donc, je pose ici x égale a plus h, ce que j'ai fait ici aussi d'ailleurs. Hein. Ce x, là, je l'ai remplacé par a plus h. Donc, ça permet de se ramener d'une limite en un point non nul à une limite en 0, ce qui est ici pour nous est beaucoup plus simple parce que, en fait, comme on a des puissances de x, c'est plus facile à manipuler que des. Ici, si on reprend l'exercice, hein, le développement, pardon, je me retrouve du coup avec des puissances de u, alors que sinon, j'aurais des puissances de x moins 1. Hein, puisqu'on a vu un développement limité en A, c'est quelque chose, un polynôme avec des puissances de x moins 1. Donc d'ailleurs, à la fin, j'ai bien des puissances de x moins 1, hein, x moins 1 puissance 1, x moins 1 au carré, x moins 1 puissance 1. Voilà. Ça, c'est un peu plus pénible à manipuler, donc souvent, on se ramène à 0, on fait les calculs, puis à la fin, on remplace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Allez-y. On aura quand le QCM sur les suites? Le plus tôt possible. Comme vous avez pu voir, il y a eu des soucis sur Moodle ces derniers temps. Donc voilà. Quand Moodle met 30 secondes à rafraîchir la page, vous imaginez bien que je ne peux pas trop réparer, mettre à jour, on va dire, les quiz que j'ai déjà pour les adapter au nouveau Moodle. Donc voilà, c'est autant de retard. Mais j'y travaille activement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question par rapport à la tangente, Oui. au développement limité. Vous pouvez remettre le diapo, s'il vous plaît?
Le premier, c'est ça, ou le deuxième? Lui, c'est pas plus simple de faire la dérivée tangente, de faire 1 sur cos carré, et de faire à l'ordre 2? Alors, il faudrait aller jusqu'à la dérivée d'ordre 3, mais on pourrait, oui. Mais non, c'est pas plus simple, hein. Enfin, Parce que là, on a calculé le sinus en plus. là, pardon? On a calculé avec le sinus. Bah C'est là, pas- on dit que tangente, c'est sinus sur cosinus, et du coup, ça fait le quotient entre deux développements limités connus. Et du coup, c'est assez simple, puisque ici, ce quotient, bah, il se transforme, il revient en numérateur en changeant juste le signe, et après, c'est juste un produit. Si vous voulez obtenir ça par la formule de Taylor, il va falloir calculer jusqu'à la dérivée troisième de tangente. Alors, ce n'est pas très compliqué, hein, parce que comme tangente, ça se dérive en 1 plus tangente carré. Voilà, ça fait des polynômes en tangente, hein, donc ça se calcule, mais ce n'est pas plus simple. C'est peut-être plus rassurant pour l'instant parce que vous n'avez pas beaucoup pratiqué ça et ça vous fait un peu peur, mais c'est plus court comme ça. D'accord, merci. Et juste par rapport à si j'utilise la formule 1 sur cos carré, pourquoi je vais à l'ordre 3 et pas à l'ordre 2? Parce que vous avez dit que quand on prenait une dérivée, on allait à l'ordre en dessous. Ah non, c'est si j'utilise la formule de Taylor. Ah, ok, d'accord. Alors oui, je pourrais utiliser, d'accord, alors ce qu'on pourrait faire, c'est écrire que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré, faire un développement limité de 1 sur cos carré à l'ordre 2. Bon, ça nécessite quand même de faire un peu de travail, hein, parce que 1 sur cos carré, ça va faire 1 sur 1 moins x2 sur 2 au carré, plus petit o de x2, donc il faut quand même développer ce carré, ensuite changer le signe pour le remettre au numérateur. Donc je vais trouver 1 plus x2, une fois que j'aurai fait ce calcul, plus petit o de x2, et ensuite, effectivement, je prends la primitive qui s'annule en 0, donc je tombe sur x plus x3 sur 3. C'est une autre manière de faire, c'est pas plus simple, hein, puisque par rapport à ce que je fais là, j'ai remplacé le produit par le sinus en un développement de 1 moins x2 sur 2 au carré. C'est à peu près du même ordre, oui, si vous le faites comme ça. Mais je suis obligé d'utiliser un autre théorème pour passer à la primitive, donc j'ai un peu plus de justification à donner. Alors que là, c'est juste du calcul. D'accord, merci. Bon, est-ce qu'il y a encore des... Je voulais juste vous demander, monsieur, vous aviez parlé d'un formulaire avec toutes les formules avec de trigonométrie. Oui, je vais le mettre en ligne cette semaine, ouais. Ça, il est presque terminé. Super, merci beaucoup. Voilà. Après, en attendant, si vous avez besoin de ça en TD, effectivement, n'hésitez pas, il y en a plein sur Internet. Ok, voilà. merci. Je en refais un parce que voilà, je veux vous mettre vraiment les choses que vous avez besoin de savoir et les choses qu'il faut savoir retrouver. Je veux les mettre un peu à part, quoi. Pas vous surcharger, mais ces genres de formulaires, ça se trouve très facilement. Ça marche. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Monsieur, j'aurais une question par rapport au CC2. Est-ce que c'est sûr du coup qu'il sera en présentiel ou oui, alors oui, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est complètement confirmé. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait les L3 qui avaient des examens en présentiel. Alors, les règles sont très strictes, hein, sur le. Donc, voilà, il faudra que vous soyez rigoureux sur le respect le protocole sanitaire, la manière de rentrer dans l'amphi, de sortir, le fait d'attendre, etc. On a des consignes très strictes sur la manière de traiter les étudiants qui ne respectent pas ces règles. C'est qu'en fait, la consigne, c'est de les exclure immédiatement. D'accord. J'imagine que ça n'arrivera pas, hein, mais voilà. En fait, comment dire, la contrepartie de pouvoir faire ces examens en présentiel, c'est de respecter très strictement ces règles. Il y a des pages et des pages de consignes, si vous saviez. Voilà. Bon, donc voilà, c'est bien confirmé. Et je vous confirme du coup, aussi, c'est sûr sur le Moodle, mais le programme du CC2, ça sera tout jusqu'à la fin des développements limités, puisque j'ai un peu checké avec les charges TT, vous aurez eu le temps de faire
D'accord. sur le développement limité. Mais il n'y aura rien, par contre, sur l'algèbre linéaire. D'accord. Et du coup, c'est sûr qu'on reviendra début février pour les cours. Alors ça, oui, alors vous avez écouté comme moi le président Ouais, c'est hier. ça. Je crois que ça, c'est quand même pas complètement certain, puisque ça dépend un peu de De l'évolution. certains indicateurs. Voilà, donc j'espère, hein, puisque Oui. j'aurai encore cours avec vous en AlgoProc 2. Donc j'espère que ça sera en présentiel. Alors, début février, je ne sais pas exactement le calendrier, mais je pense que malheureusement… C'est 15 jours après les lycées, il me semble. Voilà, donc c'est peut-être pas dès le début du semestre, donc il est possible que même dans l'hypothèse où ça fonctionne comme ça, que les premiers cours soient en distanciel. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier encore. D'accord. Ça me paraît très loin encore. D'accord. Merci. Bon, il y a encore des questions? On s'arrête là. J'ai reçu pas mal de mails à propos des devoirs maison, des notes de devoirs maison. Alors, si vous ne voyez pas votre note de devoir maison sur Moodle, s'il en manque, il peut y avoir deux raisons à ça. Première raison, c'est que votre chargé de TD n'a pas encore corrigé votre devoir maison. D'accord? Donc là, c'est plutôt à lui qu'il faut demander. Regardez peut-être, voilà, alors oui, vous n'avez pas forcément comme vous n'avez pas les noms, c'est pas facile de voir si des gens de votre groupe ont eu leurs notes, mais bon, vous pouvez à la limite leur demander directement. L'autre raison, ça peut être que tout simplement, votre devoir a été corrigé récemment, mais Moodle n'a pas été mis à jour. Je mets à jour à peu près toutes les semaines. Voilà, c'est un peu fastidieux à faire, parce que évidemment, chaque chargé de TD, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc là, je vais faire une mise à jour. Il manque un numéro d'étudiant, donc dès que je l'ai, je fais une mise à jour. Donc il y aura des nouvelles notes sur Moodle. Mais ça ne sert à rien de me demander vos notes. Alors après, si vous voyez qu'il vous manque une ancienne note, par exemple, par rapport au devoir récent, comme je pense que vos chargés de TD les corrigent dans l'ordre, là, par contre, voyez avec eux directement, c'est possible qu'ils aient oublié une note. Voilà. Ça arrive, mais ne soyez pas trop impatients. Il y a un petit délai de correction, évidemment, et un petit délai ensuite de mise à jour sur Moodle. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à tous bonne fin de semaine et puis on se reparle à nouveau lundi prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne semaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.